Le 13 juillet 1978, l'Union soviétique réalisait des tests de physique des particules à haute énergie. Au sein de l'Institut de physique des hautes énergies à Prodvino, le physicien Anatoly Bougorsky travaillait sur le plus grand accélérateur de l'Union soviétique lorsqu'un dysfonctionnement l'a amené à inspecter la machine. Il s'est approché de la machine et a lentement passé la tête à l'intérieur du tunnel inquiétant pour vérifier s'il y avait des problèmes, sans se rendre compte que la machine était encore allumée. L'Union soviétique observait avec un intérêt sombrement morbide, alors que les États-Unis larguaient 2 bombes sur le Japon, vaporisant instantanément plus de 200 000 civils japonais par une action destinée à démontrer à Staline non seulement la puissance de la technologie militaire américaine, mais aussi leur volonté de l'utiliser même contre des cibles civiles. Les soviétiques espionnaient depuis un moment le projet Manhattan américain et développaient en réponse leurs propres bombes. C'est en partie ce qui a poussé l'Union soviétique à créer de nombreuses villes uniquement pour cela. Mener des recherches sur divers projets scientifiques. Ces villes étaient fermées et les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la ville étaient fortement restreints. On les appelait fréquemment boîtes postales, car on utilisait des numéros de boîtes aux lettres au lieu de noms de villes. L'une de ces boîtes postales était la ville de Prodvino. Prodvino, petite ville à 60 miles au sud de Moscou, était dédiée à la recherche en physique des hautes énergies et possédait alors le plus grand accélérateur de protons au monde, le synchrotron U-70. Il y a divers types d'accélérateurs de particules, linéaires ou circulaires. Ils projettent des particules sur une cible ou dans un anneau pour provoquer des collisions, puis des détecteurs enregistrent ces événements. Les résultats utilisables pour de nombreuses recherches. De la découverte de l'origine de l'univers à l'amélioration des technologies médicales contre le cancer. La recherche en physique des hautes énergies a d'immenses applications. Pour simplifier, il est important de se rappeler que plus la boucle du tunnel dans laquelle les particules sont envoyées est grande, plus l'énergie de la particule qui y circule est élevée. Le synchrotron U-70 utilisé par Anatoly Bougorsky et ses collègues était alors l'accélérateur de protons le plus puissant, envoyant des protons à une vitesse proche de la lumière. Les radiations apparaissent en physique des hautes énergies quand des particules chargées traversent rapidement des champs magnétiques. Ainsi, dans le cas du synchrotron U-70, les protons sont lancés à une vitesse proche de celle de la lumière à travers un tunnel circulaire qui est équipé d'un système de focalisation composé d'aimants pour guider les protons autour du circuit et les faire entrer en collision les uns avec les autres. Cela produit alors un rayonnement X intermittent lorsque les particules se déplacent à travers le système. La quantité de rayonnement dépend de l'énergie de la particule. Ici, le système génère environ 1,8 million de millisieverts de rayonnement ionisant dangereux. Alors qu'ils effectuaient les mêmes tests et expériences au quotidien que le laboratoire de physique menait depuis un certain temps, ils ont remarqué un problème avec la machine. Anatoly a dit à l'opérateur qu'il serait dans le tunnel dans 5 minutes et de retirer le faisceau à ce moment-là. Il s'est ensuite dirigé vers la section de l'anneau où ils avaient détecté le problème. Devant la porte des sections de l'anneau, un voyant rouge s'allume lorsque l'accélérateur fonctionne.
Anatoly s'est approché de la porte et a regardé le voyant d'avertissement. Il était éteint. Pendant un instant, il hésita, puis il ouvrit la porte et entra. Il observa autour de lui et trouva un appareil qu'il pensait défectueux, puis se pencha pour l'examiner. À ce moment-là, des milliards de protons invisibles traversaient son crâne à la vitesse de la lumière, alors qu'Anatoly, sans le savoir, plaçait sa tête dans le faisceau actif. Sa vision devint instantanément plus éclatante que 1000 soleils, et Anatoly sut qu'il était en difficulté. Après avoir été frappé par le faisceau, Anatoly remarqua qu'il ne ressentait absolument aucune douleur. Il poursuivit son travail quotidien, notant les modifications faites à la machine dans le tunnel sans en parler à personne. Mais qu'était-il arrivé à Anatoly? Pourquoi fonctionnait-il encore normalement? Et qu'est-il arrivé à l'endroit où le faisceau l'avait frappé? Les protons à haute énergie ayant traversé le crâne de Bogorski, sans trou visible, ont détruit toutes les cellules sur leur passage, traçant une ligne presque parfaite à travers sa tête et des parties de son cerveau. Imaginez cela comme un faisceau laser qui aurait brûlé son chemin à travers son crâne, mais sans endommager les tissus environnants. C'est ainsi qu'il a pu continuer sa journée en grande partie sans être gêné. Le plus gros problème pour Bogorski, c'est que le faisceau de protons génère également 1 800 000 millisieverts de radiation, alors que la dose létale pour une personne moyenne est de 5000 millisieverts. Bogorski était rentré chez lui ce soir-là, inquiet de ce qui s'était passé et de ce qui pourrait arriver, mais il a décidé d'attendre le lendemain matin pour voir comment il se sentirait. À son réveil, tout le côté gauche de son visage était horriblement enflé, et il était sourd de l'oreille gauche. Il a décidé d'aller chez le médecin. En racontant les faits au médecin, ils n'ont pas cru Bogorski et l'ont envoyé en soins intensifs, pensant qu'il avait peu de chances de survie. Il a été envoyé dans une clinique secrète spécialisée dans le traitement des victimes de radiation. C'était bien avant la catastrophe de Tchernobyl, illustrant la fréquence des accidents radiologiques en Union soviétique. À son arrivée à la clinique, il a été soigné par les meilleurs médecins et radiologues du pays. Angelina Gouskova était l'une de ses spécialistes. Gouskova était la principale experte en maladies et protection contre les radiations et aussi la personne qui allait guider le traitement des victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Gouskova et les autres médecins, peu optimistes pour Bogorski, exposé à la dose de radiation la plus extrême jamais enregistrée, l'ont suivi pour tenter des traitements et observer les effets de son casse. Bogorski et ses dossiers de médicaux ont été immédiatement classifiés par le gouvernement soviétique. À ce stade, la peau du nez de Bogorski et l'arrière de sa tête s'éteint nécrosée et était retombée, révélant le trajet exact qu'avait emprunté le faisceau de protons à travers son crâne. Les médecins pensent que le faisceau a évité toutes les artères et structures majeures, permettant à Anatoly de rester largement fonctionnel. Le personnel médical, cependant, s'attendait toujours à ce qu'Anatoly succombe aux effets d'une irradiation aiguë, comme il l'avait déjà observé chez d'autres patients auparavant et comme ils en verraient chez de nombreux patients après la catastrophe de Tchernobyl. Ils ont essayé d'informer Anatoly de ses chances de survie et des symptômes auxquels il s'attendait pendant qu'il soit confronté. Les victimes d'une exposition extrême aux radiations endurent des symptômes vraiment horribles. D'abord, leur peau commence à peler et à tomber car elle perd son élasticité. Cela est suivi par une diarrhée constante et extrême, une perte de liquide, des saignements du côlon, des infections, des douleurs d'une intensité telle que les analgésiques ne peuvent les soulager, et enfin tous vos organes vitaux commencent à s'arrêter progressivement, provoquant un arrêt cardiaque puis la mort. Non seulement la vie d'Anatoly allait probablement être écourtée, mais cela allait se faire de la manière la plus brutale. Imaginable. Durant toutes ces semaines, Anatoly n'a jamais présenté la liste effrayante des symptômes. Il s'est amélioré au point de reprendre presque normalement le travail. Il n'avait toujours pas d'audition à l'oreille gauche,
souffrait d'un acouphène douloureux, et il devenait très fatigué lorsqu'il faisait un effort mental. Mais il était en vie, et relativement en bonne santé. Il a aussi eu des crises d'épilepsie après l'accident, mais elles sont contrôlées par des médicaments. En moins de 6 mois, Bogorski HP retournait à son poste et à ses recherches comme si rien ne s'était passé. Il retournait 2 fois par an à la clinique spécialisée pour des examens et rencontrait d'autres victimes des radiations. Ce jour, l'incident de Bogorski et ses dossiers médicaux sont longtemps restés secrets. Ce n'est qu'après la chute du rideau de fer dans les années 90 que Bogorski a pu dévoiler certains aspects de son épreuve. Certains considèrent donc cet incident comme une chance incroyable. Anatoly lui-même considère qu'il a été exposé à une telle quantité de radiation et qu'il a survécu. Cela semble impossible, mais en réalité, c'est simplement de la physique. Il paraît impossible que quelqu'un survive à des particules à haute énergie traversant son corps, transportant plus de radiation que jamais dans l'histoire. C'est justement grâce à la haute énergie du proton qu'il a survécu. En résumé, l'effet des radiations sur le corps humain, les particules radioactives s'arrêtent d'entrer dans le corps quand elles sont assez ralenties. Ceci s'appelle l'atténuation. C'est ainsi que fonctionnent les rayons X. Des particules radioactives sont envoyées à travers le corps et reçoivent suffisamment d'énergie pour traverser la plupart des structures du corps et atteindre un détecteur placé derrière le patient. Certaines parties du corps sont radiosensibles, ce qui signifie qu'elles absorbent les particules radioactives. Ces particules n'atteignent jamais le détecteur. La machine crée alors une photo négative de votre intérieur selon les particules détectées ou absorbées. Les particules atténuées sont les plus dangereuses, car le corps absorbe des radiations. Lors d'une radiographie, la plupart des particules ont assez d'énergie pour traverser le corps. C'est ainsi qu'Anatoly a survécu. Bien qu'il ait reçu une forte dose de particules radioactives, leur énergie élevée les a fait traverser son corps sans presque s'y arrêter. En résumé, il n'a presque pas atténué les particules qui l'ont traversé. Si Anatoly avait utilisé un faisceau moins intense, il aurait pu mourir d'une intoxication radioactive. La physique la plus simple l'a sauvé. Le secret de l'Union soviétique causait fréquemment des problèmes bureaucratiques à de nombreux individus. Habituellement, cela troublait le gouvernement, mais pour Anatoly, ce fut un souci médical. Pour que Bogorski reçoive gratuitement des médicaments contre l'épilepsie, l'Union soviétique devait reconnaître officiellement son accident lors de recherches sur les particules à haute énergie, ce que le gouvernement refusait. Tous les dossiers pro-médicaux d'Anatoly et les rapports concernant l'incident étaient non classifiés et par conséquent, ces dossiers médicaux indiquaient simplement qu'il avait été impliqué dans un accident sans préciser la nature de celui-ci. Ainsi, ces médecins généralistes ne pouvaient pas lui donner gratuitement les médicaments dont il avait besoin car sur le papier, il n'y avait pas droit. Le combat d'Anatoly a duré 10 ans, l'Union soviétique refusant sans cesse d'admettre tout accident nucléaire de peur de paraître faible aux yeux du monde. Au fil des ans, quelques responsables municipaux ont parfois conseillé Bogorski pour éviter la bureaucratie, mais il s'est retrouvé sans réelle option. Tout cela a changé lorsque l'incident de Tchernobyl s'est produit, car soudainement, les soviétiques n'avaient plus aucun moyen de cacher un accident nucléaire si grave que d'autres nations pouvaient le détecter depuis leur propre pays. Après, l'État a fourni gratuitement les médicaments à Bogorski, mais les soviétiques, refusant d'admettre d'autres catastrophes, ont classé toutes les victimes d'accidents nucléaires comme victimes de Tchernobyl, évitant ainsi de reconnaître d'autres échecs. Et ainsi, Anatoly est devenu victime de Tchernobyl. Sur le papier. La dissolution de l'Union soviétique au début des années 90 a permis à Bogorski d'évoquer l'incident avec l'extérieur, Moscou étant alors occupé à tenter de réunir les restes du pays.
Malheureusement, cela a créé de nouveaux problèmes pour Anatolie. Alors que les fonds de l'ex-Union soviétique étaient siphonnés par diverses sources illicites et que l'économie s'effondrait, le financement des villes scientifiques secrètes a cessé. Sans industrie ni commerce, les habitants ont sombré dans la pauvreté. Cela signifiait aussi que le financement gouvernemental des médicaments de Bogorsky, obtenu après 10 ans de lutte, avait disparu. Certaines fondations occidentales ont créé des fonds pour soutenir la recherche scientifique russe et aider financièrement d'anciens scientifiques soviétiques. George Soros était l'une de ces personnes. Avec le temps, ces fonds se sont taris. George Soros a déclaré que si la Russie ne voulait pas sauver ses scientifiques, il ne le ferait pas non plus. Aujourd'hui, ces villes scientifiques, jadis peuplées des esprits les plus brillants d'un grand pays, sombrent lentement dans la dégradation et la désolation. Le synchrotron U-70, responsable des soucis d'Anatoly Bogorsky, est désormais en pièces dans des entrepôts éparpillés. Le trou en béton où il se trouvait autrefois n'est plus qu'un très grand tunnel, qui ne reçoit tout juste assez de financement de l'État pour être entretenu et éviter qu'il ne s'effondre. Anatoly lui-même réside toujours à Prodvino, déclarant à l'occasion qu'il serait heureux de se soumettre à des études médicales pour mieux comprendre ce qui lui est arrivé et peut-être améliorer le traitement d'autres personnes et d'autres pathologies. Il a déclaré au magazine Wired qu'il s'agissait en fait d'un test involontaire de la guerre par proton. Anatoly n'a même pas les moyens de quitter Prodvino et de raconter son histoire incroyable aux autres. Comme la ville elle-même, il est oublié par son pays et sa profession, et il semble qu'il passera ses journées à attendre que quelqu'un se souvienne de qui il est et de ce qu'il a traversé.